De retour à Japan Expo sur le troisième jour et je suis avec Philippe, c'est Ben Baker au micro. Salut Philippe. Salut, ça va? Ouais, on enchaîne bien là aujourd'hui. Aujourd'hui on n'arrête pas là, c'est le rush. C'est le rush comme tu dis. Et on est en compagnie d'Edmond Touriol. Salut Edmond. Salut. Ah, t'as une voix incroyable aujourd'hui. On va le refaire. Salut. Et on te reçoit pour plusieurs choses, parce que tu es derrière le studio Macma, tu es traducteur, tu es scénariste, tu travailles avec Pierre de Kotoji, notre ami auvergnat qui est parti vers Monts et Merveilles. Donc du coup, première question très classique pour nos éditeurs, qui es-tu Edmond ? Alors je suis je m'appelle Edmond Touriol, je suis scénariste de bande dessinée et de manga. Je travaille dans le milieu de la BD depuis une bonne quinzaine d'années, on va dire. Je dirige le studio Macma, je co-dirige avec mon associé Stéphane Bochat le studio Macma. Macma, c'est un studio qui fait tout ce qui existe dans la BD, scénario, dessin, couleur, lettrage, colorisation, traduction, etc. Moi, à titre personnel, je suis donc scénariste d'une part, c'est-à-dire que j'écris mes propres histoires, et je suis également traducteur, c'est-à-dire que j'écris les dialogues des autres en français. Et c'est vachement intéressant, c'est très très formateur aussi parce que j'ai vraiment traduit des centaines et des centaines de pages de comics américains. Et en termes de ressenti et de dialogue, c'est vachement important dans la BD le dialogue, puisque c'est par là que passent dans les informations, elles passent aussi évidemment par l'image, mais la voix d'un personnage, sa personnalité, elle passe aussi par les dialogues et c'est important. Et donc, grâce à cette expérience de traducteur, ça me permet d'être, j'espère en tout cas un meilleur dialoguiste dans mon activité de scénariste. En tant que scénariste, je suis en ce moment le scénariste donc, de deux mangas qui se trouvent en plus des mangas de foot. Donc l'équipe Z d'une part, qui est un manga de foot qui se passe à Bordeaux, un manga de foot un petit peu shonen traditionnel on va dire, façon Olivier Tom, avec une dimension sociale quand même, etc. Et puis il y a Paris Saint-Germain Infinity qui lui est un manga presque de science-fiction, puisque ça se passe dans l'univers du foot, de Paris Saint-Germain, mais il y a quand même énormément d'éléments fantastiques, avec des coups spéciaux comme dans Street Fighter ou dans Dragon Ball, avec une mixité en plus dans l'équipe, à savoir que les jeunes jouent avec les vieux, les garçons avec les filles, etc. Donc c'est évidemment pas possible dans le vrai monde, mais c'est intéressant. Donc voilà, mon activité de scénariste se trouve être en ce moment dans le manga. Et puis sinon mon activité de traducteur, c'est comme d'habitude beaucoup de comics américains, essentiellement Walking Dead, Invincible qui est la série de super-héros de Robert Kirkman, l'auteur de Walking Dead. Ça c'est chez Delcourt pour les deux. Je suis également le traducteur de Green Lantern et de la Ligue de Justice chez Urban Comics. Et puis je travaille également pour Panini, puisque dans le cadre de la collection, des différentes collections que Panini publie chez Hachette, en fait je supervise toutes les collections Marvel et Conan d'ailleurs de cet éditeur. Donc c'est aussi beaucoup de travail, même si c'est pas forcément de la traduction pure, mais c'est passionnant parce que justement on retrouve, je retrouve tous les personnages qui m'ont fait rêver quand j'étais gosse et qui m'ont donné envie de faire ce métier, parce que ce qu'il faut savoir, puisque tu me demandais qui je suis quelqu'un qui a appris à lire dans les comics. À l'âge de 5 ans, ma mère en avait marre justement de me faire la lecture elle-même des Strange et des Special Strange qu'elle m'achetait. Donc elle m'a appris à lire exprès justement pour que je puisse lire moi-même mes comics de super-héros. Et il se trouve que c'était des comics Marvel. Et donc je suis un enfant de Stan Lee, on va dire aussi. Et voilà, l'interview est terminée, je crois, Philippe. Il a tout dit. Non, bien évidemment que non. Plus sérieusement, justement, beaucoup de gens considèrent la traduction comme un artisanat plus qu'un art, alors que c'est quand même il y a du vrai sens à donner à travers ce travail. La traduction, c'est aussi faire passer des choses qui parfois ne pourraient même pas passer en version originale. Alors, est-ce que c'est de l'artisanat ou est-ce que c'est de l'art ? Je dirais un peu des deux. Légalement, il se trouve que je touche des droits d'auteur, donc légalement, on peut considérer que juridiquement, c'est de l'art. Et tant mieux, parce que comme ça me permet d'être payé correctement. Et l'argent, c'est bon. Mais est-ce que c'est de l'artisanat ? Je dirais également oui. Parce que c'est vraiment la traduction de comics, c'est quelque chose que tu fais tout seul. Alors après, tu peux travailler en équipe avec des relecteurs et puis prendre conseil autour de toi, mais ça reste quand même de la même manière qu'un ébéniste, il est seul face à son bout de bois et qu'il monte son meuble, etc. Bon, il a peut-être un arpète, un stagiaire qui va lui faire les trucs qu'il n'a pas envie de faire. Mais traducteur, c'est quand même un truc où tu es seul face au texte américain ou anglais, ou d'une autre langue, mais bon, personnellement, je traduis que de l'anglais. Et je dirais que c'est un savoir-faire que tu développes, en tout cas que j'ai développé
au fil des années, j'ai appris sur le tas. Alors, de la même manière que j'ai appris à lire dans les comics, j'ai aussi appris à traduire dans les comics, puisque effectivement j'ai appris à parler anglais grâce aux comics, puisque je lisais des comics américains au collège, au lycée, etc. Et c'est grâce à ça que j'étais très, très bon en langue. J'étais meilleur en anglais que dans toutes les autres matières, alors que je faisais un bac C, scientifique. Mais le temps que je me rende compte de tout ça, parce que quand on est gamin, on se rend pas compte qu'on peut vraiment bosser dans la BD. Il n'y a pas d'études de BD, donc on se dit pas, tiens, plus tard. Enfin, moi je voulais faire ça, hein, mais je savais pas comment. Et donc finalement, j'ai eu la chance de pouvoir faire un test de traduction sur des séries de comics. Et comme ça s'est bien passé, j'ai pu continuer. Mais justement, quand j'ai commencé, c'était vraiment de l'artisanat, dans le sens où je me démerdais avec les petits moyens que j'avais. Et maintenant, après 15 ans d'expérience, évidemment, ce serait prétentieux de dire que j'ai élevé ma traduction au rang d'art. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même beaucoup de travail dans une traduction, et pas seulement du travail, mais beaucoup d'amour. Moi, je suis un passionné de comics, de certaines comics. Il se trouve que j'ai la chance inouïe de traduire mes comics préférés, parce que Walking Dead, j'étais fan de Robert Kirkman avant de lire Walking Dead. Je lisais Walking Dead avant d'en être le traducteur. Donc c'est vraiment une série pour laquelle j'ai une véritable passion. De la même manière que Invincible, j'étais fan aussi. Et quand j'étais gamin, mon personnage préféré dans l'univers de DC Comics, je vais pas vous raconter l'histoire, mon personnage préféré de super-héros c'était Serval, donc Wolverine pour les petits jeunes. J'aimais beaucoup Cyclope aussi, enfin, j'étais un fan des X-Men, fan de Chris Claremont. Mais aujourd'hui je suis donc traducteur de Green Lantern et mon personnage préféré dans l'univers d'ici c'était clairement Green Lantern. Et mon personnage préféré de comics, un de mes personnages préférés de comics de tous les temps, c'est Guy Gardner, qui est un des héros de l'univers Green Lantern, qui est super marrant parce que il passe son temps à emmerder les gens, à se moquer d'eux et à boire des coups. Et j'aime beaucoup ce personnage pour plein de raisons que les gens qui me connaissent bien sauront identifier. Et donc voilà, j'ai la chance vraiment de bosser sur des personnages et sur des univers passionnants. Et c'est pour ça que justement, même si certains vont dire que c'est pas de l'art, et honnêtement je m'en fous parce que je fais pas ça pour la vie des autres, je fais ça parce que j'adore ça. Et j'aime bien recevoir des compliments bien sûr, mais moi quand je rends mon travail, je suis fier de ce que j'ai fait. Et donc justement, c'est d'autant plus facile de mettre tout son cœur dans un boulot qu'on est passionné. Et donc comme je bosse sur des séries que j'adore, bah c'est du plaisir non-stop du début jusqu'à la fin. On sent ta passion hein. Dans tes propos, là, c'est pertinent. Enfin voilà. On n'a pas toujours conscience, enfin les lecteurs, de la traduction, mais voilà, à quoi ressemble une journée d'un traducteur. Enfin à quoi ressemble ta journée type. Alors ma journée type, je lui ai un petit peu mis la misère ces derniers temps. Ma vraie journée type, en principe, quand j'ai une vie saine, c'est je me lève à 6h du matin, je prends mon petit déjeuner rapidement, alors un bon petit déjeuner, un déjeuner sportif avec des œufs et du bacon, tout ça. Je regarde vite fait les messages sur mes emails, mes messages sur Facebook, tout ça. Et sur le coup de 8h, je vais courir. Je fais du jogging au moins 3-4 fois par semaine. Et puis pour garder la forme, quoi, parce que quand on est scénariste ou traducteur, on passe le cul vissé sur sa chaise toute la journée. Et au bout d'un moment, ça pèse sur l'organisme. Et donc voilà, j'essaie de faire du sport assez vite dans la journée. Et puis après, voilà, je varie, ça dépend de mes urgences, mais je varie entre, 8-10 heures de boulot par jour, qui vont alterner entre scénario et traduction. Et puis promotion, et puis aussi beaucoup de travail administratif parce que je suis aussi le co-dirigeant donc, du studio Macma. Donc je fais plein de trucs qui sont pas très marrants, genre le suivi des factures, la relance des mauvais payeurs, parce qu'il faut savoir que dans le milieu de l'édition, il y a les gros éditeurs qui payent très bien et relativement vite, et puis il y a les éditeurs qui sont un petit peu moins solides, qu'il faut relancer plusieurs fois par semaine parce que sinon on n'est jamais payé. Et ça aussi c'est un travail qui est pas marrant, mais que je suis obligé de faire. Donc, ta journée fait vraiment 24 heures ? C'est simple, je me lève à 6h du mat et je me couche jamais avant 23h, 23h30, et il m'arrive de me coucher à 2-3h du matin parce que j'ai du boulot, voire même, là il n'y a pas longtemps, j'avais promis à ma femme que pour partir en vacances, là pour la première fois depuis des années, je n'emmènerais pas mon ordinateur portable pour travailler. J'ai tenu ma promesse, mais il se trouve qu'à cause de ça, la veille du départ, on partait le matin à, on prenait l'avion à 8h et quelques, la veille du départ, j'ai travaillé, en fait j'ai commencé ma journée de travail comme d'habitude vers 6h du matin, et elle s'est terminée à 6h du matin le lendemain. Donc quand j'ai eu terminé mon boulot, j'avais envoyé tout ce qu'il fallait à tout le monde, j'ai pris ma douche, je me suis rasé et on est parti prendre l'avion. J'étais décalqué mon premier jour de vacances.
Ouais, on va passer maintenant un petit peu sur l'équipe Z. Donc l'équipe Z raconte il y a la constitution donc d'une équipe du côté de Bordeaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette équipe de jeunes qui va donc apparaître du côté du FC Métropolis? Voilà. Donc ça s'appelle le FC Métropolis parce que bon, je suis supporter des Girondins, mais on n'a pas la licence Girondin, donc on a imaginé qu'un milliardaire indien venait à Bordeaux et puis racheter tous les gros clubs de la communauté urbaine bordelaise pour les fusionner et donc créer un nouveau club qui s'appelle le FC Bordeaux Métropolis. Et ce club donc, au départ, voilà justement, il a dû, j'imagine, assister et aider probablement le milliardaire indien à racheter tout ça parce qu'il a des contacts partout. Vendu. Voilà. Et donc alors, comme souvent dans ce genre de cas, quand tu as une fusion entre plusieurs clubs, les meilleurs éléments restent au club et puis les moins bons, ils vont dans d'autres clubs moins huppés. C'est un petit peu ce qui se passe justement au départ de notre histoire, où il y a plein de joueurs qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils n'ont pas été gardés dans l'effectif principal du FC Bordeaux Métropolis. Donc il y a ces joueurs-là qui ne sont pas gardés, d'une part, et puis il y a aussi donc un petit jeune qui débarque en ville, qui a pas d'amis, qui est très très doué au foot, qui adore ça, mais qui a jamais vraiment joué au foot en club, qui a toujours joué avec ses potes comme ça dans la rue, etc. Et puis il y a un autre gars qui est très très doué, qui est hyper fort, mais qui trouve le moyen de se fâcher à chaque fois. En fait, à chaque fin de saison, il se fait toujours virer de son club pour différentes raisons. Et donc lui, c'est pareil, il se retrouve un petit peu au banc de la société. Et donc, ces deux joueurs se rencontrent, c'est Hugo et Magid, et ils vont participer donc aux détections de l'équipe Z. Alors l'équipe Z, pourquoi l'équipe Z? Parce que justement, à un moment, il y a un des entraîneurs des jeunes du FC Bordeaux Métropolis qui dit mais non, mais moi j'aime pas votre credo parce que vous donnez la priorité aux plus forts, etc. Et vous ne vous occupez pas de la complémentarité d'une équipe. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne? C'est aussi le travail en commun, c'est se soutenir entre joueurs, etc. Et c'est pas uniquement marcher sur la gueule des autres. Et lui il dit écoutez, moi j'ai bien compris qu'il y avait des joueurs que vous n'avez pas pris en équipe A, en équipe B, en équipe C, en équipe D. Mais écoutez, moi, vous savez quoi, j'ai monté l'équipe Z avec tous les mecs dont vous n'avez pas voulu. Je vais faire une détection avec tous les gens qui vont correspondre à ma mentalité du football, à ma manière de voir le travail d'équipe. Et vous allez voir, on va faire un défi. Si mon équipe Z elle bat votre équipe A, c'est moi qui aurai la responsabilité de cette catégorie de jeunes. Et à ce moment-là, on va voir ce qui se passe, quoi. D'accord. Et vraiment, ce qui va vraiment marquer cet album, c'est à la fois donc le rapport entre l'individu et le collectif et les valeurs du football en général. C'est vraiment ça qui est mis en avant à travers cette première série. Cette première partie des séries en tout cas. Alors, les valeurs du football, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle football, pour le grand public, c'est des millionnaires qui tapent dans un ballon, c'est des millionnaires qui descendent pas d'un bus, c'est des millionnaires qui se tapent des prostituées mineures, etc. Donc, mais en réalité, c'est pas ça les valeurs du foot. Les valeurs du foot, c'est quand... C'est prêter assistance à tes copains en montant. Si tu es défenseur, tu vas monter pour soutenir une attaque. Si tu es attaquante, tu vas descendre pour participer à la défense. Tu vas resserrer, tu vas couvrir ton copain parce que s'il se fait dribbler, il faut que tu sois derrière pour récupérer la balle. C'est, le football, c'est un petit peu comme c'est un jeu. C'est un jeu de toute façon, mais c'est un jeu qui finalement représente pas mal la société puisque ça t'explique que tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu peux mettre le meilleur joueur du monde. S'il est tout seul contre même Cristiano Ronaldo, tu le mets tout seul contre une équipe de district, il n'arrivera pas à dribbler 11 joueurs et à marquer le but, c'est pas possible. Et donc même le meilleur du monde, tout seul il n'est rien. Et c'est ça aussi le message, c'est que dans le foot, c'est un travail d'équipe avant tout, et c'est pas parce que tu es toi très bon que tout seul tu pourras renverser des montagnes. Bien sûr que dans la vie on peut renverser des montagnes, mais ce qui renverse les montagnes, c'est pas moi je suis le plus fort, je renverse tout seul parce que je vous emmerde. C'est l'union qui fait la force, c'est une volonté commune, et c'est un travail en bonne intelligence. Et justement le mot intelligence, je le dis pas par hasard parce que justement c'est pas uniquement de la force, c'est aussi vraiment c'est un jeu. Il faut une intelligence, je dirais, sociale, une intelligence, il faut comprendre les choses. Et c'est ça qu'on voulait montrer dans l'équipe Z, c'était que c'était pas uniquement de la technique et de la force, c'est quand même aussi un travail d'équipe, un travail de solidarité. Et donc les personnages sont solidaires entre eux, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Et ça c'est vachement important, parce que on voulait montrer que dans la vie,
pour réussir, bien sûr, il y en a certains qui vont réussir en marchant sur la gueule de leurs voisins, mais c'est peut-être aussi bien de réussir ensemble, en se tenant les mains les uns les autres. Et il vaut mieux réussir à 2-3 avec ses copains que réussir tout seul et regarder ses copains en bas et dire bon bah salut les gars, moi je continue ma vie, puis vous, démerdez-vous. Nous, c'est pas notre vision de la vie. Peut-être aussi pour ça que Adrien, l'entraîneur, te ressemble un petit peu. Non, il me ressemble pas tant que ça parce qu'il a des cheveux. Il me ressemble quand je mets une perruque. Alors après, effectivement, à travers son discours, il y a un petit peu le scénariste qui parle, il y a aussi le père de famille qui a un gosse qui joue au foot, et donc bientôt 2 puisque ma fille joue au foot à la rentrée. Mais comment dire, évidemment que le discours qui tient, il représente ma vision des choses, puisque c'est l'histoire qu'on raconte, et c'est lui le catalyseur de l'équipe Z qui tient, qui porte le discours que nous on veut tenir. Mais en réalité, Adrien, il est beaucoup plus sympa que je ne le suis en réalité. Moi, je suis loin d'être un bon samaritain comme peuvent l'être les héros de mes bandes dessinées. Il reste quand même qu'on peut faire un parallèle entre Macma et l'équipe Z, non, peut-être? Tout à fait. Alors justement, Macma, c'est un studio. Alors c'est une entreprise, c'est une entreprise qui gagne de l'argent et on est bien payé pour ça. On est très content. Enfin, on n'est pas aussi bien payé que ce qu'on voudrait, chers éditeurs. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas. On veut bien être augmenté. Le PSG du football et le PSG de la bande dessinée, Macma. Voilà, c'est un petit peu la Dream Team. On bosse qu'avec les meilleurs. Mais donc oui, justement, c'est ça parce que Macma, c'est une équipe. On représente, comme je le disais tout à l'heure, toutes les forces nécessaires à la création d'une bande dessinée. Et ce qu'on fait aussi, qui est très important, c'est que en cas d'accident d'édition, alors qu'est-ce que c'est qu'un accident d'édition? C'est un éditeur qui va mettre la clé sous la porte, qui va pas te payer tes droits d'auteur. C'est un éditeur qui va mettre 6 mois à te payer. Et toi, quand tu as besoin de ta paye pour manger, t'es bien embêté. Donc nous, tout ça, on le garantit. C'est-à-dire que quand un éditeur coule, Macma paye quand même l'auteur, c'est nous qui prenons le risque. Quand un éditeur met 6 mois à te payer, c'est pas grave, toi de toute façon tu as rendu ton boulot, à la fin du mois tu es payé. Donc nous on a vraiment, c'est un petit peu comme une coopérative en fait, et on réinvestit vraiment beaucoup la part de bénéfices que le studio récupère est systématiquement réinvestie dans la promotion du studio pour évidemment travailler mieux et encore plus, mais aussi donc dans le soutien de l'activité des uns des autres. Par exemple, quand on fait une traduction, quand on fait une écriture, on demande l'avis des autres, on est une quarantaine de collaborateurs, donc il n'est pas rare qu'il y ait des gens qui relisent le travail de quelqu'un d'autre et qui apportent des solutions, qui disent ah bah non, là t'as fait une petite faute, oh bah non, là j'aurais vu ça autrement. Donc c'est vraiment, on est vraiment une force, de collaboration. Et le milieu de la BD, c'est un milieu qui peut être très solitaire, parce que c'est facile de bosser tout seul devant sa planche à dessin ou son ordinateur, et on est très seul du matin au soir. Nous, grâce à ça, on se rencontre en vrai. Alors, avant, on avait des locaux, là, on n'en a plus, on va peut-être en reprendre, on ne sait pas trop. Mais une chose est sûre, on est en contact permanent par téléphone, par email, par tous les moyens de communication. Et on se fait régulièrement des bouffes, on se retrouve dans les festivals, on se fait des bouffes chez les uns, chez les autres. Et là, d'ailleurs, la semaine prochaine, je fais un grand séminaire Macma avec une partie de l'équipe. Chez moi, on va bien se marrer, on va faire des ateliers justement de collaboration entre traducteurs et lettreurs pour apprendre à comment mieux collaborer les uns les autres, d'une part. Et puis aussi, on va faire des bonnes bouffes et des bonnes picoles le soir, une fois qu'on aura bien travaillé. Voilà. Le contrôle antidoping sera assez terrible. C'est ce que ma femme m'a dit. Donc là, il y a le tome 2 qui est sorti il y a quelques jours, donc chez Kotoji Édition. Quelle va être la suite de l'équipe Z? Alors la suite de l'équipe Z, après le tome 2, comme la plupart de ceux d'entre vous qui ont fait des études de mathématiques le savent, il y aura le tome 3. Ce tome 3 marquera un point crucial dans l'histoire de l'équipe Z, puisque c'est à l'issue du tome 3 qu'on fera un bilan sur plusieurs axes. Il y aura un bilan qualitatif. Est-ce qu'on sera content du résultat? Moi pour l'instant je suis très fier de bosser sur ce projet. C'est sans doute le projet de bande dessinée en tant que scénariste sur lequel j'ai bossé, dont je suis le plus fier. On aborde plein de choses qui me tiennent vraiment à cœur. Ça parle de foot, moi je suis passionné de foot. On aborde vraiment des sujets de société qui me tiennent à cœur, donc c'est vraiment important. Donc pour l'instant je suis content du résultat du tome 1 et du tome 2 encore plus. Le tome 3 va être différent parce que il y aura beaucoup plus de sport dedans, c'est vraiment le dénouement, donc on fait vraiment monter la sauce dans les 2 premiers tomes par rapport au sport, et le match va se jouer dans le tome 3. Ça va être différent, mais ça va être intense, il y aura des moments, ça va être super. Et à l'issue du tome 3, donc on va faire ce bilan qualitatif
pour voir si nous on est content, si la critique a bien accueilli la trilogie. Et l'autre question qu'on va se poser, c'est ok, c'était bien, mais est-ce qu'on a gagné du fric? Parce que mine de rien, voilà, on est tous solidaires, on est tous copains, mais au bout d'un moment, il faut quand même payer les factures. Et donc s'il y a un projet manga, parce que n'oublions pas, c'est pas un manga qu'on fait chez un éditeur classique, c'est un manga qui est produit par le studio Makma. Donc en fait, c'est notre argent qui est investi dans la production du titre. Et ça, c'est un manga, ça coûte très cher. Alors 3 mangas, ça coûte 3 fois plus cher. Donc, pour le produire, on fait appel à une partie de financement participatif grâce à la plateforme Ulule. Donc ça s'est très bien passé pour le premier tome. Ça s'est très bien passé pour le générique, parce qu'on a fait un générique qui va bientôt sortir en CD pour ce manga. Ça s'est très bien passé pour le tome 2, etc. Ça se passera sûrement très bien pour le tome 3. Mais malgré tout, c'est pas avec un financement participatif de ce niveau-là, en tout cas, qu'on peut financer un manga. Donc, on va vraiment se poser des questions au niveau de la rentabilité de la chose. Parce que on ne peut pas non plus financer à perte un manga. Donc à la fin du 3e tome, on verra, on va relever les copies en quelque sorte pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. J'espère que ça vaudra le coup. Et puis je dirais qu'il y a une question subsidiaire par rapport à ce bilan. 3 tomes, c'est un seuil psychologique très important pour les acheteurs de droits étrangers, parce que là, ils commencent à nous prendre au sérieux, ils voient qu'on est capable de durer, justement de tenir la qualité sur la durée. Et si on voit qu'on arrive à vendre la licence du manga en Espagne, en Allemagne, peut-être sur le marché américain, je ne sais où, si en tout cas on peut avoir des rentrées financières supplémentaires, gagner de la visibilité à l'international, ça peut nous encourager, et ça peut aussi équilibrer les comptes. Donc on fera vraiment un vrai point à donc, tous ces niveaux à l'issue du tome 3. Comme le tome 3 sort à la fin de l'année 2017, on va laisser passer quelques mois pour savoir où on en est. Au lieu d'enquiller directement sur la suite, on va devoir attendre un petit peu. Je pense que l'année prochaine, à Japan Expo 2018, je pourrais te dire les yeux dans les yeux, les yeux dans les bleus même, comme dans le documentaire. Si oui ou non, on va faire un tome 4 de l'équipe Z et je l'espère de tout mon cœur. Bon, pour la Coupe du Monde en Russie, c'est ça? Exactement, Tovaric. Bon, on arrive au terme de cette interview, on va parler 2 minutes foot. Ça te va? Je crois que ça te va. Alors, la meilleure équipe c'est Bordeaux, mais pour toi, quels ont été les meilleurs joueurs de Bordeaux dans son histoire? Alors dans l'histoire, moi je suis un gamin des années 80, donc pour moi les Girondins c'est Alain Giresse bien sûr, c'est Jean Tigana, c'est Jean-Christophe Touvenel aussi qui était bien dur sur l'homme, c'est Zlatko Vujovic, c'est le gardien, alors c'est Dropsy bien sûr, mais c'est aussi Joseph Antoine Bell qui a été gardien à Marseille, mais que j'ai adoré quand il est venu aux Girondins. Et puis ensuite il y a l'autre période de phare, c'est à l'époque Dugarry, Zidane, Vicente Lizarazu, avec Gaëtan Huard dans les caisses, une équipe fabuleuse qui nous a fait rêver, qui bien qu'elle avait des résultats tout pourris en championnat, est allée quand même en finale de la Coupe UEFA en 1996, il y a une vingtaine d'années maintenant. Déjà. Donc c'est des moments inoubliables, des séquences dans le virage sud à gueuler, à perdre ma voix encore plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs je ne vais plus dans les virages, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, puisque je suis également allé voir la finale, et là c'était génial parce que j'ai amené mon fils Tristan, je l'ai amené voir la finale au Stade de France de la Coupe de France 2013. Où il y avait notre joueur préféré de l'époque, Cheikh Diabaté. Je l'adore ce mec, il est super sympa, c'est un véritable bol d'air frais dans le milieu du foot. C'est un mec génial, j'adorerais le rencontrer et discuter avec lui, je suis sûr qu'il est super marrant. Et donc Cheikh Diabaté qui a marqué, il a au moins 2 buts je pense sur cette finale, il a aussi raté un péno je crois d'ailleurs. Je m'en souviens pas bien parce que l'ayant vu là-bas, je l'ai pas vu à la télé, j'ai même pas vu les résultats, j'ai même pas pu revoir les buts, donc j'ai pas tout inscrit dans ma mémoire. Puis on était un petit peu dans un drôle d'état parce qu'on était parti le matin avec des potes, on avait un peu picolé, c'était bien. En plus on était allé en train, donc on n'avait pas besoin de conduire le train pour rentrer, donc c'était bien. Non mais franchement, voilà, il y a eu plein de moments super dans cette équipe-là. J'ai beaucoup aimé aussi Marouane Chamakh. Et bien sûr Johan Gourcuff, parce que les années 2008, 2009, 2010 c'était des années exceptionnelles. Il nous a vraiment fait rêver, c'était magnifique. Il y a eu une action incroyable de double 1-2 avec des talonnades entre Chamakh et Gourcuff contre Rennes au début de la saison 2009-2010 qui n'aboutit pas à un but, mais je regarde quand même régulièrement cette action sur YouTube parce qu'elle est géniale. C'est des moments incroyables quoi. Et c'est vrai que depuis, il y a eu cette petite parenthèse enchantée de la finale de la Coupe de France 2013 qu'on a gagnée. Mais c'est vrai que depuis on se marre un petit peu moins chez les Girondins.
Mais bon, quand t'es supporter de foot, c'est pas uniquement dans les victoires, c'est pas uniquement dans le palmarès, c'est une ambiance, c'est des potes, c'est des souvenirs, c'est... et moi... Bah voilà quoi, c'est un truc qui va au-delà du résultat quoi. C'est comme moi quand je joue au foot, je suis nul au foot, mais je continue à jouer au foot parce que je me marre et que j'aime ça. Et le foot c'est pas que la victoire, le foot c'est du fun, c'est de la rigolade, c'est des partages entre potes. Voilà, c'est du jeu. Est-ce que tu sais qu'il y a un point commun entre notre équipe, Clermont Foot 63 et Girondins de Bordeaux? Alors Clermont Foot 63, En ce moment, depuis un an plus précisément, gros indice. Vous avez un nouveau stade qui s'appelle Matmut. Eh non, c'est le coach Jocelyn Gourvenec, il a joué il y a 10 ans chez nous, il a fini sa carrière professionnelle au Clermont Foot pendant un an. Donc ouais, Jocelyn Gourvenec a joué chez nous pendant un an. On pourrait en parler des heures du foot, mais c'est pas le sujet. Par contre, je vais quand même te poser 2 questions rapides. Le meilleur animé de foot et le meilleur, j'allais dire manga, mais tout autre BD autour du foot. Bah, le meilleur animé de foot, pour moi c'est une évidence, c'est vraiment Captain Tsubasa, Olivier Tom. Je l'ai regardé quand j'étais gosse, alors j'étais déjà fan de foot, je jouais déjà au foot avant Olivier Tom, mais quand Olivier Tom est arrivé, je me suis mis non plus à jouer au foot mais à jouer à Olivier Tom, et quand il pleuvait sur les terrains, j'adorais faire des tacles en faisant Nya comme il s'appelle, Bruce, c'était Bruce Harper. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Il avait sa petite voix nasillarde, et on se fendait la gueule à faire ça. T'as testé la catapulte ou pas? Alors oui, pour de vrai, avec mon frère Thomas, on a testé la catapulte. En revanche, évidemment, on pouvait pas le faire en glissant, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait, il y en avait un qui se mettait en fixe sur le dos, qui repliait les bras, et l'autre devait lui sauter dessus. Mais par contre, c'est hyper casse-gueule parce qu'en fait, quand t'as des crampons, rien que déjà avec des chaussures plates, c'est dur, mais avec des crampons, c'est même pas la peine. Donc ça, on a tout de suite arrêté. En revanche, j'ai essayé en tant que gardien de prendre appui, comme Ed Warner sur le poteau pour aller de côté. En fait, c'est une mauvaise idée parce que pendant que tu prends appui, le ballon il rentre. Mais c'était des bonnes parties de rigolade quand même. Et sinon, donc, quel est mon manga de foot préféré de tous les temps? Et ben, c'est très simple, c'est Angel Voice, qui sort chez Kana en ce moment, qui a son tome, je sais pas, une quarantaine, un truc comme ça. Je sais plus parce que j'ai un peu de retard dessus, donc je les achète. Les 3 derniers, je les ai achetés, je les ai pas encore lus, parce que j'ai pas le temps. Mais c'est génial parce que c'est le vrai foot. C'est la bagarre, justement, c'est la bagarre, c'est la solidarité, c'est l'amitié. Et c'est super drôle parce que le héros au départ, il est nul. Et je me retrouve vachement dans ce mec-là parce que il est moins nul que moi, bien sûr. Moi, j'atteins des niveaux de nullité que même les mecs les plus fous n'imagineraient pas. Hein. J'ai un niveau de foot qu'on peut pas décrire avec des mots français. Mais il y a un peu de ça justement dans Angel Voice. Il y a vraiment, je dirais, la rédemption par l'amitié dans le football. Et c'est pas voilà. Si parmi les gens qui écoutent ce que je dis là maintenant, il y a des amateurs de football et des amateurs de manga et qui n'ont pas encore essayé Angel Voice, je vous le recommande chaudement parce que c'est le manga qui donne envie d'aimer les gens, il donne envie de tendre la main. Et pourtant, il est super fun, il y a beaucoup de bagarres en plus. Et donc il faut le voir, il faut le tenter. Bah, merci beaucoup Edmond pour cette interview de passionné passionnant, interview passionné passionnant. Merci Philippe. Merci à toi. Et puis Edmond, on va te souhaiter bon courage pour la suite de Japan Expo. Merci à toi. Merci, et donc je vais reprendre mon entraînement de voix de Barry White. Et donc demain, venez tous à mon concert. À bientôt. Ça sera parfait. Voilà. Ciao.